C'est révoltant d'avoir des plantes médicinales, des tisanes locales et de prendre de la pierre, mettre sur la table. C'est révoltant d'accueillir quelqu'un qu'on aime avec un poison comme la bière, le café ou des thés importés. C'est révoltant. Le diabète, on sait très bien que les amertumes, tout ce qui est amer, est très bien contre le diabète en prévention comme en traitement. Pourquoi? Parce que ça allège beaucoup la digestion et ça donne beaucoup de repos au pancréas. Voilà. Des milliers d'Africains développent chaque jour des maladies chroniques dont on aurait pu éviter. Diabète, hypertension, troubles digestifs. Et si la solution ne se trouvait pas forcément en pharmacie, mais dans nos jardins? Est-ce que les plantes médicinales peuvent réellement nous aider à rester en santé? Comment les utiliser de manière efficace et intelligente? Voilà la problématique de cet échange de ce jour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être abonné à la chaîne de Santé AI Nature Plus. Merci de regarder l'émission Conseil Santé. Pour en parler, nous recevons ce jour le docteur Paulin Zobe, biologiste et thérapeute. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Nous en sommes honorés. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir. Et à chaque fois que je peux m'exprimer sur les bienfaits que la nature a donnés pour nous, c'est un plaisir pour moi. Merci. Merci docteur. Je disais tout à l'heure, vous êtes biologiste et thérapeute. Vous êtes également CEO des laboratoires GBS Thérapeutique qui proposent des solutions naturelles pour la prévention et le traitement de plusieurs maux qui nous minent au quotidien. C'est bien ça? Cela, modestement. Et puis aussi, vous ne pouvez pas faire tout ça sans être agriculteur. Je suis agriculteur, je suis apiculteur, c'est-à-dire j'élève les abeilles pour faire du miel. En tant qu'agriculteur, je cultive des plantes médicinales avec lesquelles modestement, j'accompagne les gens qui ont besoin de soins naturels. Ok, merci docteur. Déjà, c'est quoi les plantes médicinales? C'est quoi une plante médicinale et d'où vous vient cet amour pour les plantes? Très bien, je vous remercie beaucoup. Vous savez, en tant qu'Africain, on ne peut que aimer les plantes parce que les plantes font partie de l'écosystème, de l'habitat de l'Africain nature. Donc, l'amour des plantes, il est de nature parce que moi je suis africain et puis mon papa avait toujours des plantes médicinales dans sa cour et il les utilisait pour nous soigner, etc. Et les plantes médicinales, en fait, c'est quoi? Vous savez, Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, disait que ton aliment soit ton médicament et ton médicament ton aliment. Ça veut dire que toutes les plantes que nous mangeons, en fait, devraient être notre premier médicament. Donc, une plante médicinale, c'est une plante comestible par l'être humain. Première définition. On peut aussi dire qu'une plante médicinale, c'est une plante rustique, c'est-à-dire une plante qui a conservé ses propriétés brutes. La carotte, par exemple, aujourd'hui, est une plante qui a été largement modifiée par l'être humain pour sortir de sa visée thérapeutique et embrasser plus une visée alimentaire. Donc, une plante médicinale aussi est considérée comme une plante qui a conservé ses propriétés rustiques et médicinales originales. C'est-à-dire ses propriétés sauvages. Rustique, c'est-à-dire sauvage. Vous voyez? L'artémisia, par exemple, aujourd'hui, est considérée comme une plante médicinale parce qu'elle n'a pas été transformée, elle n'a pas été sélectionnée et édulcorée par plusieurs vagues de sélection. Ce qui fait qu'elle est beaucoup plus médicinale. Vous voyez? Donc, une plante médicinale est une plante sauvage. C'est une plante qui n'a pas été domestiquée par l'être humain et c'est une plante utilisée en pharmacopée. Voilà un peu les deux définitions qui, pour moi, cadrent le plus avec le concept de plante médicinale. Okay. Vous avez parlé de la carotte tout à l'heure, vous avez parlé de sa modification. Et ça dit qu'on ne devrait plus acheter la carotte, par exemple? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons nous considérer comme des peuples qui avons modernisé notre façon de vivre, y compris notre alimentation. Et dans cette modernité, il n'y a pas que du positif, il y a du négatif, comme le fait d'édulcorer les plantes pour les rendre plus alimentaires que thérapeutiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'alimentation urbaine ne soigne plus. Pire encore, elle conduit à des pathologies et c'est ce que nous allons sans doute voir tout à l'heure.
Ça veut dire qu'on devrait plus se tourner vers un type de culture, pas bannir la culture, mais une manière de la cultiver, une manière... Si vous cultivez une plante et que à l'origine la graine et la semence de la plante ont été déjà corrompues, vous faites faux jeu. Même si vous la cultivez en bio, elle va pas trop vous apporter parce que son taux ou sa teneur en principe actif a été largement corrompu par des vagues de sélection. Donc le ver est dans le fruit, vous voyez. Le plus important, c'est d'agir en amont, dans la graine, dans la sélection. Ne pas édulcorer les plantes. Parce que pour retrouver aujourd'hui la carotte ancienne, elle était riche en fibres, elle était très mince, elle était chétive. On dit aujourd'hui que la carotte contient, le taux de vitamine A dans la carotte est de 10 fois inférieur qu'il y a 30 ans, par exemple. Ça, ce ne sont pas les cultures qui ont fait ça. C'est la sélection en amont dans les laboratoires détenus aujourd'hui par une poignée d'industriels. Voilà ce que je veux dire par là. Que j'ai demandé tout à l'heure d'où vient votre amour pour la nature et le plan médicinal. Oui, l'amour vient du fait que je suis africain. En tant qu'Africain, j'aime les plantes. C'est pas tout à fait naturel. C'est naturel. On voit des gens qui coupent les plantes médicinales pour en mettre des fleurs. Ce sont des gens qui ont été modernisés. Ce sont des gens qui ont été des Africains qui sont occidentalisés. Peau noire, masque noir, à l'intérieur c'est le blanc. Oui. C'est-à-dire que on a été édulcoré par la culture occidentale. Nos mœurs ont été corrompues, même notre attitude a été corrompue. Voir des gens aujourd'hui habiter dans des villas où tout est carrelé, c'est contre nature. Ils suivent le modèle de leur éducation occidentale. Nous sommes des êtres de la forêt. Nous aimons la forêt pour nous construire, pour nous bâtir, pour nous soigner, pour nous nourrir. Et c'est en tant que tel que de façon naturelle, je me suis orienté vers les plantes. Mais je dois le dire, j'ai grandi avec un papa qui avait aussi des plantes médicinales chez lui. Chez nous, il n'y avait pas les carreaux, il n'y avait pas les pavés dans toute la maison. Et nous vivions avec les animaux, les poules, les chèvres et les plantes médicinales. Et moi, j'ai toute mon enfance cultivé des plantes médicinales, les papayers, les goyaviers, les ananas, etc. Donc c'est de nature vraiment que j'ai grandi dans les plantes. Oui, j'ai embrassé ça et je m'y plais. Donc, on parlait de prévention tout à l'heure. Quelle est la différence de prévenir une maladie et soigner une maladie? Excellente question. Je vous remercie pour la question parce que ça prête à confusion. Parce que l'être humain se dit, moi je me soigne seulement quand je suis malade. Mais en fait, le vrai soin, soigner de façon étymologique dans le dictionnaire, soigner veut dire donner du soin. Lorsque je me taille les ongles, je suis en train de me soigner parce que je me donne du soin. Je soigne ma peau, je soigne mes ongles. Lorsque je me peigne les cheveux, c'est un soin que je donne. Je suis en train de me soigner. Donc le terme soigner inclut déjà la prévention. On prévient pas des soins au quotidien. Alors que dans le jargon médical classique, on soigne lorsqu'on est malade. En fait, c'est faux. Quand on est malade et qu'on prend des médicaments, on n'est plus en train de se soigner. On est en train de gérer une urgence. C'est comme ça que nous nous voyons en naturopathie. Parce qu'au quotidien, chaque jour, on doit se soigner, même si on n'est pas malade. Et c'est là qu'intervient vraiment le terme prévention. Se soigner au quotidien permet de prévenir des maladies chroniques qui pourraient survenir dans un proche avenir ou dans un avenir lointain. Donc, le commun des mortels considère la prévention comme cet ensemble de processus-là qui évite de tomber malade, qui étant mis en place, évite à l'individu de tomber malade. Alors que se soigner, c'est le fait de gérer une maladie qui est déjà existante et qui est déjà présente dans le corps du patient. Ça, de façon classique, le commun des mortels le comprend comme ça. Mais moi, comme soignant, je considère soigner et prévenir à peu près comme la même chose. On se soigne tous les jours et on prévient la maladie tous les jours. Quand la maladie est déjà là, on ne fait pas que se soigner. On est plus dans l'urgence. On traite plus l'urgence que le soin. C'est vrai que le traitement de l'urgence passe par les soins. Par exemple, administrer des médicaments à quelqu'un, c'est le soin. C'est lui apporter du soin. Masser quelqu'un, c'est lui apporter du soin. Etc., etc. Voilà. Et parlant de la prévention des maladies, est-ce que vous pensez réellement que la consommation régulière des plantes médicinales
peut nous empêcher de tomber malade? Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que les plantes étant là pour nous nourrir et nous soigner en même temps, il va de soi que le fait de consommer les plantes nous aide à prévenir les pathologies. Par exemple, consommer la citronnelle Cymbopogon citratus, qui est une plante de la famille des poacées. Consommer la citronnelle tous les jours, on le sait, prévient le palu parce que la citronnelle est encore appelée fever grass. Donc, ça prévient les fièvres et le paludisme étant caractérisé par un excès de température au-delà de 37 degrés. Donc oui, consommer les plantes médicinales, consommer même les plantes en général, nous aide à prévenir de nombreuses pathologies. J'ai parlé du paludisme tout à l'heure, je parlerai aussi de la fièvre typhoïde. Consommer la papaye tous les jours et les feuilles de papayer tous les jours nous aide à prévenir les maladies du ventre comme la fièvre typhoïde, comme les maladies liées à la salmonelle, à l'eau sale. Donc, on sait très bien que les feuilles de papayer ainsi que les graines de papaye sont très antiparasitaires, sont très vermifuges. Donc, voilà, ça nous permet consommer la papaye tous les jours avec quelques... tendance à éviter ces graines. Il faut les consommer. Il faut les consommer un tout petit peu. On ne demande pas de prendre un bol de graines de papaye. Non, non. Un petit 2 ou 3 petites graines que vous mangez. Ne pas racler tout l'intérieur de la papaye quand on mange. Laisser quelques petites graines blanches, ça aide vraiment à prévenir certaines pathologies. Donc oui, on peut prévenir de nombreuses pathologies. On va parler même des pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension. On sait très bien que l'ail a un très bon effet dans la prévention et même le traitement de l'hypertension artérielle. Donc oui, en consommant les plantes, on peut prévenir les maladies. Docteur, vous avez cité la fièvre typhoïde, le paludisme et même le diabète que l'on peut prévenir à travers les plantes. Est-ce qu'on peut avoir d'autres maladies? Effectivement. L'hypertension, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Le diabète, on sait très bien que les amertumes, tout ce qui est amer, est très bien contre le diabète en prévention comme en traitement. Pourquoi? Parce que ça allège beaucoup la digestion et ça donne beaucoup de repos au pancréas. L'indolé également. Voilà, l'indolé qu'on appelle chez nous l'indolé, mais dont le vrai nom scientifique c'est le Vernonia. Vernonia amygdalina, qui fait partie de la famille des Astéracées. Une autre plante qui est sauvage, mais très connue chez nous, c'est la fleur jalousie, Tithonia diversifolia, qui est de la même famille que l'indolé et qui aide efficacement dans la prévention et le traitement des pathologies du pancréas, notamment le diabète. Nous avons les cancers qui peuvent être prévenus par de nombreuses plantes chez nous. Par exemple, l'indolé lui-même contre les cancers, l'excellent anti-cancer, le Kalanchoe crenata, que vous aurez l'occasion de présenter en image à vos téléspectateurs. Excellente plante anti-cancer. Le corosolier, mais comment? Le fruit comme les feuilles de corosolier sont excellentes contre... Pharmacie. Voilà. J'ai pas compris. C'est une pharmacie. C'est une pharmacie naturelle, à proprement dite, le corosolier. Fruits, feuilles, écorces, racines. Le manguier, Mangifera indica. Tout le monde sait que quand tu as le palu, tu peux gratter l'écorce du manguier et tu te fais une infusion ou tu fais bouillir ça de l'eau et tu bois. Excellent. On a le quinqueliba, Picralima nitida, qui est excellent contre tout ce qui est fièvre, typhoïde, paludisme et de nombreuses autres pathologies, dysenterie, amibiase et autres là. Le Picralima nitida est excellent. Je vais citer comme ça, on ne va pas se séparer, que je n'aurai pas fini de citer. Voilà. Docteur, au vu de ces rôles que peuvent jouer ces différentes plantes, d'après vous, pourquoi est-ce que la médecine moderne ne les recommande pas systématiquement? Ou alors on dira que c'est pas leur rôle? C'est une très bonne question. Vous savez que nous sommes dans un monde moderne qui est dirigé et gouverné par l'argent. La médecine moderne est juste là comme boutique des laboratoires pharmaceutiques. Et ces laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments contre les maladies que nous connaissons et que nous avons toujours traitées depuis la nuit des temps, ces laboratoires n'ont aucun intérêt à ce que nous utilisions nos plantes médicinales.
La preuve est que pendant le Covid, Madagascar a utilisé l'artémisia et le président malgache ainsi que les chercheurs qui ont travaillé sur l'artémisia ont beaucoup souffert des réprimandes de l'industrie pharmaceutique au point où l'un d'eux a été assassiné et ses recherches ont été fouées aux pieds parce qu'il promouvait, il faisait la promotion de l'artémisia dans le traitement du coronavirus. Et nous avons comme ça aujourd'hui le paludisme qui est endémique en Afrique et pour lequel on n'a pas trouvé de vaccin, soi-disant, alors que le Covid est arrivé là et en quelques mois, on a sorti un vaccin. Pourquoi? Parce que le paludisme génère énormément de profits en termes de vente de médicaments. Mais on ne nous parlera pas de la promotion de l'artémisia pour la lutte contre le paludisme. Voilà le monde dans lequel on est. Pour répondre à votre question, la médecine moderne n'a aucun intérêt aujourd'hui à promouvoir nos plans médicinaux parce qu'elle est financée par l'industrie pharmaceutique qui doit vendre ses médicaments pour pouvoir grassement payer ses médecins, ses pharmaciens et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais je dis aujourd'hui que c'est l'Afrique qui perd parce que l'Africain aujourd'hui ne fabrique aucun médicament et importe tous ces médicaments. Et au final, nous appauvrissons et nous n'avons même pas les moyens de payer et d'acheter ces médicaments qui nous coûtent cher alors que nous avons nos plantes locales. Donc, il faut que nous puissions utiliser nos plantes que le Créateur nous a données et qui poussent chez nous en longueur d'année pour nous soigner et économiser donc l'argent pour d'autres choses comme l'alimentation, notre développement et autres. Donc, c'est une question existentielle, c'est une question d'hégémonie et c'est une question de politique. Okay. Merci docteur, mais il faut reconnaître les efforts qui sont faits, il faut le dire. J'ai assisté ces derniers temps à beaucoup de soutenances de doctorat, que ce soit à l'Université des Montagnes, à l'Université Yaoundé 1, et j'ai vu plusieurs étudiants qui travaillent de plus en plus sur les plantes médicinales. Mais allez voir la suite, monsieur le présentateur. Allez voir la suite. Où sont ces études? C'est peut-être le premier pas déjà. Après ça, on prend les résultats, on met dans les placards. Ça ne remonte pas, et même quand ça remonte, ça n'a aucun effet sur le terrain. Parce que ces recherches, oui, nous faisons de très bonnes recherches. Allez dans nos universités, je suis d'accord avec vous. Nous faisons des recherches, mais à quoi est-ce qu'elles servent si dans les pharmacies chez nous, on ne peut pas avoir nos plantes médicinales? Nos pharmacies sont constituées à 99%, si je ne veux pas dire 100%, de médicaments importés qui ne sont fabriqués par aucun laboratoire local. Ça, c'est une aberration et c'est ça qui nous appauvrit en fait. L'Africain s'appauvrit par lui-même. Alors que nous avons le choix dans nos pharmacies de mettre nos plantes médicinales. Nous avons des chercheurs sur le plan local qui font des plantes médicinales de très bonne qualité, qui ont d'ailleurs des effets prouvés. Le professeur Anomango, en son temps, a mis en place un médicament contre le sida. Mais aujourd'hui, ce sont des antirétroviraux de synthèse qui sont proposés dans les hôpitaux. Pourquoi? C'est nous-mêmes qui choisissons le bâton avec lequel on va nous fouetter. Oui, docteur, on va parler un peu de naturopathie. Oui. Beaucoup de personnes qualifient les naturopathes, on va le dire comme ça, comme des charlatans. Comment distinguer un phytothérapeute sérieux d'un vendeur d'illusions? C'est une très bonne question. Vous savez, moi, j'ai fait des études. J'ai fait des études en botanique, j'ai fait des études en qualité, j'ai fait des études en microbiologie, j'ai fait des études en écologie et j'ai été formé en tant que thérapeute. Donc, il y a effectivement des phytothérapeutes qui ont acquis de la connaissance de leurs parents, de leurs grands-parents et ça a été transmis de bouche à oreille via la formation proche de la famille. Je ne nie pas que cela peut, comme la déformation de l'information. Je suis d'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne qui promeut l'éducation, qui promeut la recherche, qui promeut des connaissances livresques. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, les phytothérapeutes devraient être formés. Ils devraient être éduqués. Et accompagnés par les pouvoirs publics. Accompagnés par les pouvoirs publics, pourquoi pas? Bien que je ne sois pas totalement d'accord avec ça. Mon grand-père qui est au village devrait venir en ville se faire accompagner par les pouvoirs publics, je ne sais pas. Mais je dis que une grande partie de la population africaine aujourd'hui est rurale. Et donc, on ne peut pas lui refuser le droit de se soigner avec ses plantes médicinales. Comment reconnaître un bon phytothérapeute d'un charlatan?
un bon phytothérapeute a eu une formation bien connue, qui doit être connue. C'est-à-dire que s'il est un village, on doit savoir qu'il a été formé par tel monsieur, par tel grand-père qui vivait comme ça et qui avait déjà soigné des dizaines, des centaines de patients. Un bon phytothérapeute qui est en ville doit être connu par ses diplômes. Il a été formé où? Il est suivi par qui? Quelles sont ses accréditations, etc., etc. Voilà ce que je peux dire au commun des mortels. Un phytothérapeute a aussi de la notoriété publique. Hein? Il est connu dans le quartier, dans la ville, dans le pays, à l'international, comme quelqu'un qui fait déjà ses preuves. Il fait des formations, il a déjà formé qui, etc. Il a déjà fabriqué quoi, qui est reconnu par quelle agence, par la NOR, ou bien par l'OAPI, ou par le ministère, des choses comme ça, qui permettent de savoir quand même à qui on a affaire. Voilà ma modeste contribution. Ça n'a rien à voir avec ceux qui disent avoir eu des révélations. Voilà, tu as eu une révélation, je suis d'accord, mais quel est sur le terrain? Quel est sur le terrain tes accomplissements? Tes révélations là, elles sont basées sur quoi? Nous pouvons tous nous lever et dire que nous avons eu des révélations. Ça existe des révélations. Mais bon, soyons prudents, c'est à chacun d'être aussi prudent. Je ne voudrais pas dénigrer le travail des uns et des autres. Les révélations, elles portent, elles peuvent permettre de soigner. Mais moi, je suis un cartésien. Je ne suis pas seulement, je suis pas quelqu'un qui se base sur des révélations. Je suis un cartésien. Les plantes, même si elles ont des vertus spirituelles que quelqu'un peut, donc quelqu'un peut se prévaloir d'avoir eu après une révélation, mais ces plantes-là ont déjà été étudiées en laboratoire et peuvent faire l'objet de recherches scientifiques pour prouver et confirmer les vertus de ces plantes qui ont été données par révélation. Voilà ce que je peux. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des plantes dites miracles de celles-ci? Comment est-ce qu'on en voit tous les jours? Tout à fait, tout à fait. Déjà, le fait que la plante soigne l'humain, c'est un miracle. Oui. La guérison est un miracle. Vous pouvez prendre... Bon, si je le dis, docteur, c'est parce qu'on voit des gens qui brandissent des plantes comme soigner tout, comme soigner 200 maladies, 1000 maladies. C'est en fait dans ce sens que je pense. Effectivement, non. Une plante dit... C'est vrai qu'il y a une certaine théâtralisation sur les réseaux sociaux et ailleurs de la plante pour faire du buzz et pour se faire du profit. Je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, toutes les plantes comestibles sont thérapeutiques. Ça, il faut le savoir. Et le fait que la plante, de par sa propriété de déparasiter et de détoxiner l'être humain, a cette propriété de pouvoir agir sur une panoplie de pathologies. Une plante qui détoxine et détoxifie le corps peut soigner ou aider à soigner au moins 10 ou des dizaines de maladies. Ça, c'est classique et c'est connu, c'est du b.a.-ba. Maintenant, il y a des plantes vraiment miraculeuses. Il y a des plantes que vous déposez chez vous et vous purifient l'environnement spirituel de la maison. Il y a des plantes connues avoir des propriétés spirituelles, vous faire voyager entre deux mondes. Des plantes psychotropes, par exemple. C'est dans ce cadre-là que je vois le miracle. Il y a des plantes comme ça qui sont connues pour avoir des propriétés spirituelles. Si vous en faites des fumigations, par exemple, elles vous aident vraiment à élever votre esprit. Il y a des plantes qui aident à faire sortir l'âme du corps. Est-ce que tout le monde peut manipuler ces plantes? Non, évidemment pas. Et ça demande vraiment une formation. Une initiation, une formation, disons formation pour ne pas faire ésotérique et sorcier, d'accord? Ça demande une formation préalable. Nous touchons là déjà des domaines assez sensibles. Il y a des plantes quand même aussi qui sont vraiment à la portée de tous. Les feuilles de papayer, l'aloe vera, le quinqueliba, l'artémisia sont à la portée de tout le monde peut manipuler. L'ail, l'oignon. Voilà, l'ail, l'oignon, le céleri, le persil. Maintenant, il y a des plantes comme l'iboga. Qui est une plante de la famille des plantes hallucinogènes, des plantes spirituelles. Faut pas laisser n'importe qui manipuler ça dans le but spirituel. À quel risque? Ah oui, au risque de se retrouver dans des mondes qu'on ne connaît pas, au risque de se retrouver par terre, c'est-à-dire que dans l'agonie, au risque de tomber
dans une hypnose profonde et de ne pas pouvoir en sortir, au risque de tomber dans la folie. De telles plantes peuvent vous rendre fou. On a des gens qui sont entrés dans des processus d'initiation et qui sont devenus fous et on n'a pas pu ramener. Donc, il faut vraiment être expert et il faut se faire accompagner par des experts quand on touche déjà à des choses très, très précises. Voilà. Docteur, parlant des propriétés spirituelles des plantes, j'avoue que je n'avais pas prévu cela, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous sommes des peuples de la forêt et nous sommes nés dans la forêt, nous avons grandi avec la forêt, nous avons grandi avec des plantes. Tout le monde sait que les plantes ont un esprit. Vous pouvez prendre une plante, ça travaille sur vous. Quelqu'un d'autre prend, ça ne travaille pas sur lui. Pourquoi? Parce que la plante est spirituelle. En forêt, avant de prélever l'écorce d'un arbre, on demande la permission de cet arbre. Avant de récolter une plante pour soigner quelqu'un, on demande la permission de la plante et on dit ce pourquoi on veut récolter cette plante. Pourquoi? Parce que les plantes ont des esprits. Les plantes ont des énergies. Ça n'a rien d'ésotérique. Tout est vibration et tout est énergie, disait Nikola Tesla. Maintenant, il y a des plantes qui ont un taux vibratoire beaucoup plus élevé que d'autres. Et donc, avant d'entrer en contact avec une plante, il est bon d'harmoniser l'énergie du soignant avec l'énergie de la plante. Et nous avons des signaux qui nous disent et qui nous montrent que oui, la plante est d'accord, non, elle n'est pas d'accord. Une plante comme le Guibourcia tesmanii ou Essingan, les scieurs savent que pour scier cette plante, pour scier cet arbre, il faut faire certains rituels. Il y a des arbres en forêt, vous l'identifiez à 100 mètres, mais quand vous parcourez 100 mètres, vous arrivez, vous montez pour voir si l'arbre est là. Il n'est pas là. Quand vous montez à la cime, vous regardez, vous voyez que l'arbre a l'air de s'être reculé un peu plus. Vraiment parce qu'il y a des rituels qu'on fait en forêt avant de couper un arbre. La forêt est sacrée. Nous sommes des peuples de Bantou. La forêt est sacrée. Et donc, pour entrer dans la forêt, il faut un rituel. Pour couper un arbre, il faut un rituel. Pour récolter une plante, il faut un rituel. C'est pas pour rien qu'on nous dit il faut qu'à la maison qu'il y ait des plantes. Il y a des plantes qui ont les propriétés de repousser des esprits. C'est connu chez nous. Pourquoi? Parce qu'elles ont un taux vibratoire particulier. Et en tant qu'Africains, nous devons nous réapproprier de ces savoirs-là qui sont les nôtres et qui ne demandent que notre approbation pour être à notre disposition. Donc, les plantes ont des vertus spirituelles. Okay, merci pour ces explications. Bon, on va laisser un peu la forêt aux initiés. On va revenir terre à terre, c'est-à-dire les plantes qui nous entourent, l'aloe vera, la citronnelle. Est-ce qu'on peut donner ça aux enfants pour renforcer le système immunitaire? Si oui, à partir de quel âge est-ce qu'on devrait? Très bien. Dès qu'un enfant est sevré du sein de sa maman, il est apte à consommer les plantes médicinales. Donc maintenant, il faut savoir que la dose des enfants n'est pas comme la dose des adultes. Même la citronnelle, qui a l'air inoffensive, ne peut pas être et ne devrait pas être prise à la même dose chez les enfants comme chez les adultes. Donc, tous les enfants peuvent consommer les plantes médicinales. Maintenant, il faut aussi être conseillé par votre thérapeute, votre naturopathe ou votre phytothérapeute afin d'avoir de plus amples explications. Par exemple, l'artémisia n'a pas la même dose chez les parents, les adultes, comme chez les enfants. C'est connu. Les feuilles de papayer, que ce soit pour se purger, que ce soit pour boire ou que ce soit pour se faire des lavements ou des bains, ne doivent pas être prises à la même dose chez les adultes comme chez les enfants. Mais tout le monde, les enfants, même des bébés, allaitants, encore au sein, peuvent bénéficier des plantes médicinales. Maintenant, il faut être conseillé, il faut être accompagné pour ce faire. Voilà. D'accord. Et que dites-vous de ceux qui pensent que consommer des plantes médicinales au quotidien peut endommager le foie, le rein? Je suis pas d'accord avec eux. Je préfère dire que je suis pas d'accord avec eux. Mais il faut reconnaître dans leurs propos une certaine véracité. C'est-à-dire que
des plantes prises à des doses exagérées, à des concentrations exagérées, parce que ce sont des médicaments. Un médicament pris à une dose non indiquée peut vous nuire parce que le rein ne pourra pas totalement évacuer l'excès de cette plante-là dans le sang. Donc, c'est dans ce cadre-là que la plante peut se révéler toxique pour soi. Mais en général, nous savons que il y a une dose de toxicité pour laquelle même le goût vous signale que non, là tu as exagéré. C'est pour ça encore, je répète, qu'il faut se faire accompagner. La citronnelle, c'est vraiment difficile de faire l'excès de citronnelle. Oui. Par exemple, le quinqueliba, non, quand vous en prenez trop, vous savez. Hein? L'artémisia, si vous en prenez trop, vous savez que ça peut vous donner des vertiges, etc. Mais certaines plantes comme la citronnelle et autres, là, vraiment, il n'y a pas de problème à y aller. C'est difficile de faire des overdoses des plantes classiques que nous connaissons. Donc, oui, certaines plantes peuvent avoir des effets néfastes sur le rein. Ça demande accompagnement, ça demande conseil. C'est vrai, il ne faut pas non plus en abuser. Oui, docteur, et dans votre ordre d'idée, il faut le dire, de plus en plus, il y a des plantes médicinales connues dont les études ont été faites et on peut dire avec précision quelle est la dose qui permet de faire un traitement complet. Tout à fait. Par exemple, de l'artémisia, par exemple, c'est 5 grammes par jour. Tout à fait. Pendant 7 jours, c'est-à-dire des études claires ont montré cette dose-là comme efficace pour le traitement du paludisme. Très bien, comme curative. Oui. Pour quelqu'un qui est malade, comme une dose curative pour l'artémisia. Mais je dis que même au-delà du traitement du paludisme, si vous avez un cas palustre sous la main, même au-delà, vous pouvez continuer à consommer votre artémisia à titre préventif. Et même à titre de thé ou de tisane bonheur. Hein? Vous ne devez pas seulement prendre... Le bien-être. Voilà, pour le bien-être, pour savourer. Hein? Vous êtes avec un ami, posez l'artémisia sur la table et non le café ou le lait avec du sucre raffiné et autres qui créent des cancers. C'est mieux que la bière. C'est l'opposé, c'est même pas mieux. Quand on dit mieux, c'est que vous allez tous dans le même sens. C'est l'opposé carrément de la bière. Vous risquez de fâcher beaucoup là, docteur. Non, je dois vous avouer que c'est révoltant. C'est révoltant d'avoir des plantes médicinales, des tisanes locales et de prendre de la bière, mettre sur la table. C'est révoltant d'accueillir quelqu'un qu'on aime avec un poison comme la bière, le café ou des thés importés. C'est révoltant. En Chine, quand vous arrivez en Chine, qui est l'exemple mondial aujourd'hui en termes de plantes médicinales et de traitements naturels, en Chine, quand vous arrivez, on vous sert une boisson chaude. Jamais en Chine, on va vous offrir de la bière. Parce qu'on sait que ça, c'est de la toxicité. C'est comme un meurtre, quoi. Oui. C'est comme un assassinat, d'où d'offrir la bière à quelqu'un. Voilà. Docteur, est-ce que certaines tisanes peuvent faire mieux que les produits chimiques dans le cadre d'un traitement? Effectivement. Effectivement. On sait aujourd'hui, par exemple, vous avez parlé de l'artémisia tout à l'heure, on sait aujourd'hui que l'artémisia fait largement mieux que les traitements classiques contre le paludisme. C'est connu. C'est-à-dire, 0 effet secondaire, résultat dès le premier ou le deuxième jour au plus tard, amélioration des autres paramètres vitaux tels que la numération sanguine, etc. Ce que les traitements classiques ne font pas. Au sortir d'un traitement pharmaceutique contre le paludisme, vous êtes anémié, vous êtes faible, vous êtes rachitique et vos autres paramètres sanguins ne se sont pas améliorés. Alors qu'avec l'artémisia, vous avez le fer qui est remonté, vous avez la bonne humeur qui est là, vous n'avez pas perdu de poids, vous avez le taux de globules rouges qui est bon, vous avez même votre système immunitaire qui s'est amélioré. Alors que les traitements chimiques ont des effets secondaires, une longue liste d'effets secondaires, abattent votre système immunitaire, nuisent à votre foie, nuisent à votre estomac, etc., etc. Ces traitements chimiques et conventionnels-là, vous ne pouvez pas les prendre lorsque vous êtes en santé. Vous ne les prenez que lorsque vous êtes malade. Or, le vrai médicament devrait être pris d'abord quand on n'est pas en santé, en titre de prévention. Ce qui n'est pas le cas. Quand on n'est pas malade. Quand on n'est pas malade, parce que primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Oui. Voilà. Oui, docteur Zobo, est-ce que le fait de vivre en ville où on sait il n'y a pas assez d'espace pour mettre les plantes, les cultures et autres, peut être une excuse pour ne pas consommer les plantes médicinales?
Je vous remercie pour la question. Moi, je suis un cartésien et je suis quelqu'un de rigoureux. Oui. Il n'y a pas d'excuse en matière de santé. Parce que quand tu es malade, tu ne pars pas à l'hôpital t'excuser. On doit t'opérer et tu vas saigner, tu vas payer. Tu ne pourras pas travailler. Non seulement l'argent n'entrera pas, mais tu dépenseras les moindres de tes économies dans ton traitement. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ce n'est pas parce qu'on est en ville qu'on doit négliger sa santé et on ne doit pas avoir des plantes médicinales. Qu'on soit en rez-de-chaussée ou à l'étage, nous pouvons tous avoir chez nous des plantes médicinales. Une plante comme l'aloe vera pousse aisément dans des pots. Une plante comme la tomate, le céleri, le persil, les concombres, les courgettes poussent très bien dans les pots. Vous prenez une bonne terre bien arable, bien fertile. Vous pouvez même l'amender en fiente de poule et en bouse de bovin, bouse de vache, crotte de chèvre. Vous l'amendez et vous faites vos cultures dans les pots. Il n'y a aucune excuse qui est tolérée. C'est juste que nous n'avons pas la formation nécessaire. Nous sommes occupés à d'autres choses. Et quand les enfants tombent malades, nous sommes en haut et en bas à courir dans les hôpitaux. Alors qu'on aurait pu prévenir cela en ayant des pots et un petit jardin à la maison, au balcon. Et si on est en rez-de-chaussée et qu'on a une petite cour dehors, nous savons aujourd'hui que la plupart des Africains vivent en pleine terre. C'est dans les sociétés modernes là où tout le monde est dans des immeubles parqués comme des lapins dans des clapiers. Chez nous en Afrique, nous vivons en pleine terre. Mieux encore, ceux qui sont en zone rurale ont des vastes étendues de terre là qu'ils peuvent exploiter pour produire des plantes médicinales, leurs médicaments et leur nourriture bio. Docteur, il faut préciser que de plus en plus, les naturopathes essaient de mettre des solutions des plantes déshydratées. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas cultiver. J'étais dans vos bureaux il y a quelques semaines. J'ai vu, n'est-ce pas, plusieurs tisanes que vous déshydratez qui peuvent être consommées, je vais dire conservées pendant longtemps à la maison. Tout à fait, tout à fait. Même des gens qui n'ont pas la possibilité de venir chez des spécialistes comme nous se procurer des plantes, peuvent eux-mêmes prendre des plantes au marché fraîches ou aller en forêt. Vous voyez, vous savez, l'accès aux forêts chez nous est gratuit et disponible à tout le monde. Autour de Yaoundé, par exemple, vous avez de nombreuses forêts. Certaines sont vierges, certaines sont secondaires. Vous y allez pour récolter vos plantes et vous venez chez vous faire sécher ça à l'ombre. Les feuilles de citronnelle, par exemple, vous mettez ça dans votre cuisine, ça va sécher doucement et après vous allez découper, mettre dans des sachets ou dans des bocaux pour les utiliser tout au long de l'année. Donc voilà, je vous remercie pour cette approche-là. C'est très bien. Tout le monde peut avoir accès aux plantes médicinales. Même si on ne cultive pas, on peut en prendre chez ceux qui cultivent, on peut en acheter partout et on peut aller en forêt les récolter et venir à la maison les sécher. Les solutions sont là et à foison. On en voit même sous forme de gélules, facile à prendre, c'est-à-dire même dans ton voyage, tu peux mettre ta boîte de gélules dans le sac. Excellent. Voilà, voilà. Les gélules de toutes les plantes, on peut en faire. Nous avons aujourd'hui le savoir technologique, le savoir intellectuel pour transformer toutes nos plantes. En gélules, en infusion, en extrait hydroalcoolique, ce qu'on appelle aussi les teintures mères, etc., etc. Les solutions sont là, chers Africains. Les plantes sont les nôtres, c'est notre richesse et nous devons en faire bon usage pour que l'industrie pharmaceutique ne prenne pas finalement le dessus sur nous. Et ça demande l'implication de tout le monde, du politicien jusqu'à la simple baïamselam qui est au marché. Chacun doit prendre conscience afin que chacun à son niveau fasse le choix de nos médecines locales pour se soigner. Oui, merci. Donc, il y a une question qui me taraude l'esprit là. Est-ce que c'est possible d'allier une médecine traditionnelle et une médecine moderne? Ou alors chacun devrait choisir son camp, comme on dit souvent? Non, je ne pense pas que de nos jours, chacun doit impérativement choisir son camp. Si vous avez une fracture de la jambe, par exemple, vous devez très rapidement être pris dans une structure hospitalière pour qu'on vous administre des soins.
pour qu'on vous mette une fracture, pour que rapidement on stoppe l'hémorragie. C'est possible. Pour lever l'urgence. Oui, 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 pour lever l'urgence. Une fois qu'on a levé l'urgence, vous pouvez vraiment vous soigner vraiment en naturopathie, prendre des plantes qui vont rapidement solidifier les os, rapidement encourager la cicatrisation. On sait aujourd'hui que la bave d'escargot, par exemple, est un excellent cicatrisant. Pour des plaies graves, pour des plaies incurables, vous ne pouvez pas vous passer de la bave d'escargot. Vous ne pouvez pas vous passer du charbon actif. Vous ne pouvez pas vous passer de l'excellente propolis, qui est un boostant du système immunitaire et un cicatrisant majeur pour les plaies, que ce soit des plaies externes comme des plaies internes. Parmi les plaies internes, on parle du mal gastrique, par exemple, qui aboutit à l'ulcère gastrique et au cancer de l'estomac. Parlant de la propolis, là, c'est en passant, je peux témoigner, parce que je crois que j'ai eu des soucis d'estomac, mal gastrique, comme on dit souvent, et j'ai vraiment été soulagé avec voilà. C'est l'occasion de parler un peu de la propolis. La propolis, c'est un extrait végétal fabriqué par les abeilles. Les abeilles récoltent les sèves de plusieurs plantes médicinales pour pouvoir en faire une gomme. Et elles utilisent cette gomme-là pour aseptiser la ruche, boucher tous les trous. Aseptiser, ça veut dire que faire en sorte que la ruche soit stérile. Et c'est à l'intérieur de cette ruche stérile-là qu'elles vont stocker le miel que nous allons ensuite récolter et consommer. La propolis a de vastes propriétés sur la santé. Que ce soit les maladies pulmonaires, les maladies chroniques, les blessures, les plaies, la propolis est un formidable outil de la nature. Nous allons récolter cette propolis dans les ruches des abeilles et nous la transformons en extrait hydroalcoolique que nous appelons teinture et qu'on administre en gouttes pour tous ceux qui ont des problèmes immunitaires, des problèmes de plaies, des problèmes de mal gastrique, etc., etc. Même pour les problèmes dentaires, la propolis est extraordinaire. Je vous remercie pour cette petite parenthèse. Merci. Docteur Zobo, nous tendons vers la fin de cette émission. Quels conseils vous pouvez donner aux familles qui veulent intégrer, n'est-ce pas, les plantes médicinales dans leur hygiène de vie? Merci beaucoup pour la question. La première des choses, il faut s'éduquer. Essayer d'apprendre un peu plus sur les plantes. Regarder plus de vidéos qui parlent des plantes et fréquenter des gens qui... C'est-à-dire, on peut réduire un peu de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux pour regarder le Congo, ça, comme on dit souvent, et s'éduquer de manière utile. Par exemple, et oui, s'éduquer de façon utile sur les plantes, apprendre comment elles fonctionnent, comment les prendre, aller dans des conférences où on parle de plantes, etc. Première des choses. Deuxième chose, faites tout pour avoir certaines plantes chez vous. La citronnelle pousse très bien. Elle a très peu de parasites. Elle ne demande pratiquement rien. Pas d'entretien particulier. Pas d'entretien particulier. Elle ne crée pas l'ombrage. Elle ne salit pas la cour comme les arbres et d'autres plantes. Ayez la citronnelle à la maison. Au lieu de faire la bouillie avec du sucre raffiné et donner du pain aux enfants, faites des infusions de citronnelle à la maison. Ayez des plantes connues comme le ndolé à la maison. Ça pousse facilement, ça ne pose aucun problème. Et au moins 1 ou 2 arbres fruitiers minimum à la maison. Le papayer, en 6 mois, vous pouvez commencer à récolter les papayes. Ayez-les à la maison, d'accord? Et les papayes, vous récoltez les fleurs, les feuilles de papayer, vous récoltez, vous les utilisez. Les racines de papayer, vous pouvez aussi utiliser. Ayez vos plantes, essayez. Même si vous êtes au balcon, cultivez vos plantes dans les pots. Cultivez le céleri, le persil, même le gingembre, vous pouvez cultiver dans les pots, cueillir des feuilles et en faire des infusions. D'accord? Voilà des petites astuces pour vous. Soignez-vous avec les plantes. Essayez d'apprendre quelle plante est bonne pour telle. On sait par exemple que si l'enfant est grippé, mélangez le citron avec le gingembre, avec du miel. Vous pouvez mélanger ces 3-là et vous donner à la cuillère. Vous pouvez faire même des infusions. Vous pouvez rajouter dans l'infusion la citronnelle et vous donner à l'enfant. S'il est grippé, ça l'aide beaucoup. Ça fait baisser la fièvre. Ça fait cesser l'écoulement nasal. Si l'enfant a le palu, on a parlé de l'artémisia, on a parlé du quinqueliba, on a parlé du manguier, qui sont des solutions faciles, disponibles pour tout le monde à la maison. Avant de chercher à aller à la pharmacie, vraiment essayez quand même pour vous vos petites recettes de grand-mère à la maison. Faites-vous conseiller par votre naturopathe, par votre thérapeute, par votre
diététiciens ou autres spécialistes de la santé au naturel qui peuvent vous donner des conseils de très bonne qualité pour que vous puissiez faire évoluer votre famille dans la connaissance des plantes et dans les soins au naturel, sans médicaments de synthèse importés avec des effets secondaires extrêmement dangereux pour la santé. Voilà des simples conseils, mais n'oubliez pas qu'au-delà de tout ça et au-delà de la connaissance des plantes médicinales et de leur utilisation, intégrer une alimentation la plus saine possible, la plus vivante, la plus locale possible. Évitez de manger à la boutique, manger au champ, manger les choses qui viennent directement du champ, comme nos grands-mères faisaient au village avant. Aujourd'hui, nous mangeons principalement à la boutique, nous mangeons dans la rue. Et c'est là où, c'est là où nous avons tous ces problèmes de santé que nous avons aujourd'hui. Ne mangeons plus en route, ne mangeons plus à la boutique, mangeons au champ. Prenons les choses du champ, les vivres frais, faisons notre nourriture à la maison et c'est comme ça que nous allons être en santé maintenant et demain. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dr Zobeu, pour avoir accepté notre invitation ce jour et surtout pour les conseils précieux que vous avez décidé de partager avec nous. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je remercie votre chaîne de m'avoir invité. AI Nature Plus. Voilà, je remercie AI Nature Plus de m'avoir invité. C'est pas tous les jours qu'on peut sortir de son bureau pour vaquer à cette occupation de sensibilisation de nos populations. Donc, je suis honoré et autant que je pourrai, je serai présent à votre invitation. Merci infiniment, docteur. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir regardé cette autre émission de Conseil Santé sur AI Nature Plus. Si cette émission vous a parlé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, likez nos vidéos, abonnez-vous à la page. À très bientôt pour une autre émission. À bientôt.